Bonjour, je suis ravi de vous retrouver comme à chaque fois, bien sûr, avec aujourd'hui l'OM1 Mark II de OM System, anciennement Olympus. Alors c'est un petit boîtier léger, compact, avec également un petit capteur, c'est du micro 4 tiers. Alors c'est mon premier boîtier micro 4 tiers qui me passe entre les mains. Il y a un certain nombre de particularités, de limitations et aussi d'avantages que nous allons voir ensemble dans cet essai. Allez, c'est parti! Alors pourquoi c'est particulier du micro 4 tiers? Eh bien d'abord, il y a un rapport de conversion. Lorsque vous utilisez un objectif, comme par exemple ce 40-150, 40-150, ça fait 80-300 mm. Alors ce rapport de conversion, il est valable pour certaines choses et pas pour d'autres. Je m'explique. Il est valable sur le facteur de rapprochement. Vous aurez exactement le même rapprochement qu'un 300 mm en plein format avec un 150 mm. Par contre, là où ça change, c'est sur la profondeur de champ. On a beaucoup plus de profondeur de champ avec un micro 4 tiers qu'avec un APS-C et encore bien plus qu'avec un plein format. On ne va pas revoir ensemble toutes les règles d'optique, mais pour faire au plus simple, lorsque vous utilisez un micro 4 tiers, un capteur micro 4 tiers, la profondeur de champ va être beaucoup plus importante et donc le flou d'arrière-plan sera également moins important. Ça peut être un avantage lorsque vous avez besoin d'avoir beaucoup de choses nettes sur différents plans. Là, le micro 4 tiers est particulièrement recommandé. Par contre, ça peut être un inconvénient lorsque vous voulez totalement isoler votre sujet de l'arrière-plan. C'est un petit peu plus difficile avec un capteur plus petit qui a plus de profondeur de champ. Il va falloir jouer à la fois sur la longueur focale et surtout votre placement par rapport au sujet. Plus vous serez près du sujet et plus l'arrière-plan lointain et plus vous aurez une séparation des plans importante. Comme ce 300 mm ouverture f4, équivalent d'un 600 f4. Cet objectif qui fait 1,5 kg, qui est d'une taille très raisonnable par rapport à un objectif plein format de 600 mm à ouverture f4, avec ce poids, cette compacité et cette qualité que l'on verra tout à l'heure, vous allez voir que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. D'autant qu'aussi on le rapporte au prix, 2 900 € par rapport aux 12, 13, 15, 17 000 € que coûte un 600 mm f4 en plein format. Avouez quand même qu'il y a de quoi se poser des questions. Alors j'ai pas de 600 mm f4 à ma disposition, ça coûte trop cher, c'est trop gros, c'est trop lourd, mais j'ai quand même mon bon vieux 200-500. Et au petit jeu des comparaisons, on va vite s'apercevoir que ce 300 mm f4 Olympus, c'est vraiment de très belles factures. Donc là, j'ai à ma gauche le 200-500 à 500 mm avec le Z6, 24 millions de pixels, et donc le 300 Olympus à ma droite. Les deux sont à pleine ouverture, 5-6 donc sur le 200-500, 4 sur le 300 mm. Et si on agrandit l'image pour avoir plus de détails, on s'aperçoit vite qu'il n'y a pas photo. Là, le 300 mm Olympus l'emporte assez haut la main, c'est plus défini, plus précis, les contours sont plus nets, il y a vraiment une différence. Dans ce deuxième exemple, je suis donc à l'ouverture 5.6 sur les deux objectifs, pour s'apercevoir qu'on a exactement le même constat. Vous voyez que c'est un petit peu plus précis, les lettrages sont plus définis sur l'Olympus que sur le Nikon. Alors une fois de plus, cet objectif, le 200-500 est assez ancien, le 180-600 aurait fait mieux, mais pas dans des proportions extrêmement différentes. Pour avoir comparé les deux objectifs, on n'est pas si éloigné que ça au niveau de la définition. Par contre, ce qui est également à noter, c'est le flou d'arrière-plan qui est un tout petit peu plus marqué, on va dire, avec le 200-500, sans que ça soit vraiment une très grosse différence. Moi, sur une image comme ça, je n'y vois pas vraiment beaucoup d'avantages. Alors là, ce sont des photos brutes, donc que je n'ai pas travaillées. On va voir sur un troisième exemple, sur du lointain, avec des photos travaillées, si la différence est toujours aussi notable. Alors dans ce troisième exemple, ce sont deux photos que j'ai travaillées au maximum de ce que je pensais être intéressant avec Lightroom. On a donc à gauche le 300 mm à 200 ISO 5.6 et à droite le 200-500 à 500 à 5.6 aussi, 100 ISO d'un côté, 200 de l'autre. Maintenant vous êtes tout à fait au courant de mes choix de paramétrage et on va aller voir un petit peu plus près ce que ça donne sur cette face sud du Mont Blanc, cette face italienne.
Et là aussi, la différence est vraiment nette, encore plus nette, je trouve. Il aurait fallu que je ferme vraiment au moins à 8 avec le 200-500 pour arriver à un résultat certes un peu meilleur, mais pas au niveau de ce 300 mm. Vous voyez qu'avec un Z6 d'un côté et un 200-500 et un OM1 et un 300 mm de l'autre, eh bien là c'est vraiment très très clair. Vous aurez de meilleurs résultats, bien que le capteur soit un petit peu moins défini et qu'il soit nettement plus petit. On aura de meilleurs résultats avec le couple OM1 Mark II et 300 plutôt qu'avec le Z6 et avec ce 200-500. Alors c'est un résultat assez intéressant, mais vous allez me dire, est-ce que si je prends un capteur beaucoup plus défini, comme le Z8, toujours avec ce 200-500, est-ce que je vais quand même gagner suffisamment dans un rapport d'agrandissement? Eh bien c'est ce qu'on va regarder immédiatement. Alors pour cette nouvelle comparaison, je suis parti avec un autre impératif, une vitesse d'obturation pas trop lente et assez semblable, de façon à me reproduire un petit peu des conditions d'utilisation dans des lumières un petit peu difficiles, un peu douces, le matin, le soir. Donc là on est au 1/400 de seconde à gauche avec l'OM1 Mark II et le 300 mm, et on est à 1/320 avec le 200-500 toujours, mais ce coup-ci avec le Z8 qui a bien sûr, avec ses 45 millions de pixels, un capteur à la fois plus grand et beaucoup plus défini. Alors dans ces conditions, si on agrandit fortement l'image, on s'aperçoit de quoi? D'abord qu'il y a un petit peu plus de bruit sur l'image de l'OM1 Mark II, ça c'est sûr. C'est pas non plus le jour et la nuit, il y a plus de différence au niveau de la colorimétrie, de la balance des blancs, mais ça c'est un paramétrage de chaque boîtier, hein. En balance automatique, voilà ce que ça donne dans des conditions de lumière un petit peu particulières, hein. Et en termes de définition, de précision, on s'aperçoit que bien que le capteur de l'OM1 Mark II avec ses 20 millions de pixels en micro 4/3 soit infiniment plus petit que le Z8 et ses 45 millions de pixels en plein format, et bien vous voyez que moi je préfère encore cette image de l'OM1 Mark II plutôt que le Z8 avec le 200-500. C'est quand même assez surprenant comme résultat, je ne pensais pas avoir ce résultat-là. Alors certes mon 200-500 n'est pas de la prime jeunesse, hein, je vous le répète, et avec un 180-600 on aurait eu des résultats un petit peu meilleurs, mais c'est pour vous donner vraiment un aperçu de la qualité de ce 300 mm qui m'a bluffé tout au long de cet essai. Et je vais vous montrer aussi quelques exemples d'images que j'ai pu réaliser avec ce 300 mm qui m'a vraiment séduit. Alors tous ces exemples sont absolument bruts de capteur, hein, je n'ai absolument rien fait sur l'image. Vous voyez qu'il y a une très belle séparation des plans, aussi une très belle définition, c'est vraiment superbe. Pas de halo parasite, hein, les fameux flares. C'est un objectif qui présente des qualités assez contradictoires, puisqu'il est à la fois défini mais doux dans les transitions de plans, et cette fameuse possibilité de faire du proxy avec un 600 mm. On peut vraiment se rapprocher très près des fleurs, des insectes. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques de l'ensemble de la gamme Olympus, avec sur ces exemples le 40-150, et puis même avec des petits objectifs, comme là avec le 25 mm 1.8, vous voyez qu'on a quand même de très bons résultats, c'est bluffant et très intéressant. Alors pour une fois, cette partie du test va être relativement simple à traiter parce que ça fonctionne et ça fonctionne très bien. On a à la fois un autofocus qui accroche vite. En fonction du sujet, vous allez pouvoir choisir une sélection, une présélection avec les hommes, avec les animaux, avec les oiseaux, avec les trains, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et à chaque fois, ça accroche de très loin. C'est vraiment assez remarquable, hein. C'est même plus performant que mes Nikon habituels. Ça accroche vraiment de très très loin. Et ça suit, ça ne lâche pas. En mode photo, je n'ai pas pu le prendre en défaut. On peut faire défiler les images vraiment assez rapidement. Et à chaque fois qu'on s'arrête, on peut aller regarder de près. C'est net, il n'y a aucun problème. L'autofocus a parfaitement suivi. Même si on se rapproche, même si on est avec des objectifs qui ne sont pas forcément les plus haut de gamme de la marque. Hein. Là, je suis avec le 40-150. Et oui, à chaque fois, c'est vraiment parfait. Hein. Il y a un détail, une précision. L'autofocus a suivi. Autre point très important, lorsqu'on choisit un OM1
1 et une longue focale, par exemple ce 300 f4, mais ça peut être aussi des focales encore plus longues, et c'est souvent pour faire de la chasse photo, en particulier les oiseaux. Et les oiseaux, il y a un point qui est critique, qui est déterminant, c'est le suivi avec un fond chargé. Donc là, j'attendais vraiment ce couple avec beaucoup d'impatience dans ce domaine, et je dois avouer que je n'ai pas été du tout déçu. On va suivre cet oiseau, et là c'est encore plus compliqué puisque l'oiseau est de dos. Il y avait une difficulté supplémentaire pour l'IA de l'AF à choisir et à déterminer exactement le point et déterminer la cible. Et avec là, on peut vraiment suivre complètement l'oiseau avec ce fond chargé jusqu'à la fin de la rafale. C'est parfait, c'est net, c'est impeccable. Alors vraiment bravo, OM System a vraiment trouvé la solution pour le suivi d'oiseaux. Je sais que vous êtes nombreux à en faire avec des boîtiers OM System, et là vous ne serez pas déçus avec l'OM1 Mark II. Alors comme vous pouvez le constater, il y a énormément d'images sur mon chutier de Lightroom, hein. Bah oui, 50 images par seconde, oui, 50 images par seconde en autofocus continu, c'est carrément exceptionnel, et 120 images par seconde si vous avez un autofocus en single, et tout ça en fichier RAW. Donc imaginez bien que vous allez vite remplir vos cartes et vos disques durs. Alors la petite contrepartie, c'est le buffer. Alors le buffer est quand même très raisonnable. On a quand même une possibilité, on va dire, d'avoir un petit peu plus de 200 images dans le buffer avant qu'il commence à saturer. La contrepartie, c'est que d'abord il s'écoule un temps relativement important avant que ce buffer se libère totalement. On va dire entre 30 secondes et 1 minute 15 à peu près, suivant les cartes que vous utilisez, parce que là aussi, il faut un débit minimum de 300 mégabits seconde pour votre carte pour que le buffer puisse se libérer dans la plus grande vitesse. Alors j'ai intitulé ce chapitre « Innovation au service des photographes » parce qu'OM System, avec cet OM1 Mark II, a des solutions vraiment intéressantes, innovantes et surtout uniques sur le marché. Comme par exemple ce GND Direct, c'est quoi? C'est simplement un filtre radial. Alors vous allez bien sûr pouvoir à la fois sélectionner le soft medium hard, c'est-à-dire la dureté, et puis aussi l'intensité de ce filtre. Vous pouvez le placer en slidant simplement sur l'écran arrière, mais vous pouvez aussi bien sûr le placer avec le trèfle et mettre exactement le trait du filtre là où vous le souhaitez, typiquement sur la ligne d'horizon, ce qu'on fait souvent, et là ça marche vraiment très bien. Voilà ce que donne l'image sans filtre GND, donc avec un ciel très lumineux, un contraste très fort, et on va pouvoir graduer ainsi la réponse du ciel. Donc vous voyez que déjà là on a un ciel qui prend de la matière, qui est un petit peu atténué, et on peut aller beaucoup plus loin bien sûr dans cette possibilité-là, avec en choisissant une augmentation du GND, 2, 4 ou 8. Au plus fort, voilà ce que ça donne, mais vous avez aussi une graduation plus légère qui permet d'avoir un ciel très naturel et également un rendu plus ou moins doux, comme on l'a vu dans la présélection du GND. Et une fois de plus, c'est en interne, c'est direct, vous avez un clic et tout le travail sur ordinateur se fait par l'intermédiaire du boîtier. C'est un très gros gain de temps, c'est vraiment très appréciable parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi j'en ai un petit peu marre de rester derrière mon ordinateur, je préfère aller sur le terrain faire des photos. Le seul petit inconvénient que j'ai trouvé à cette fonction, c'est que on a un temps de pause qui est assez long parce qu'il y a une recomposition des pixels, donc ça veut dire que lorsque vous avez un mouvement, une personne qui passe devant, comme on le voit là, eh bien ce n'est pas figé, il y a vraiment un temps d'expo qui est assez long. Et puis deuxième point que j'aurais aimé vraiment avoir, alors là ça serait un rêve, c'est d'avoir la même chose en vidéo. Alors ça viendra peut-être, mais là ça demande des calculs incroyables, donc il faut que les processeurs internes des boîtiers fassent encore des progrès. Alors les menus sont très riches dans cet OM1 Mark II, avec donc ce GND qu'on vient de voir, mais aussi le zoom numérique, la prise de vue à intervalles avec des réglages extrêmement précis qui permettent d'avoir des timelapses parfaitement calibrés, même aussi un bracketing. Alors le bracketing, vous connaissez, c'est une variation autour d'une donnée, mais cette variation généralement elle est sur l'exposition, sur éventuellement la white balance, donc la balance des blancs, mais là on a aussi sur l'ISO, on a même
même sur les rendus d'images. Vous pouvez bracter sur les rendus d'images, c'est-à-dire vous allez avoir plusieurs images avec des tonalités différentes. Bref, vous l'avez compris, c'est un menu qui est extrêmement riche, avec beaucoup d'aides pour les photographes. Je ne vais pas tout détailler parce que c'est quand même quelque chose d'assez copieux, le film serait trop long. On va juste prendre quelques exemples qui m'ont plutôt marqué, comme par exemple la prise de vue haute résolution, où là on a deux modes, un mode avec trépied qui fait des photos d'environ 80 mégabits, et puis notre à main levée autour de 50, et là aussi c'est du direct. Alors c'est du direct sur du JPEG, mais vous allez voir qu'on peut non seulement gagner énormément en résolution, mais on diminue aussi le bruit. Ça c'est vraiment génial. Donc dans cet exemple avec l'OM1 Mark II, le 40-150 à 40 mm, on est à 800 ISO f4 pleine ouverture sur les deux prises de vue. À gauche, on est sur une vue simple et à droite, on est sur une vue donc qui est une vue haute résolution. Puisqu'on est à 12 mégaoctets sur la version simple, on va dire, et qu'on est presque à 20 mégaoctets sur la version haute résolution. Sachant qu'on peut encore monter au-delà sur trépied avec des images encore plus définies, mais ça va vous permettre déjà de voir ce que donne le résultat, et surtout un résultat direct en interne dans le boîtier, une fois de plus, sans aucune manipulation. Alors pour se rendre compte un petit peu de la différence, eh bien on va agrandir les deux images à peu près au même ratio, et vous voyez que sur l'image de gauche, qui est donc l'image simple, vous avez à la fois un petit peu de bruit, regardez aussi le détail du mélèze et des sapins qui sont ici, on voit vraiment, je dis pas une bouillie de pixels, mais c'est quand même quelque chose de beaucoup moins défini, et dans l'image haute résolution, on a déjà le bruit qui est considérablement réduit, et ça a été une de mes surprises, puisqu'il y a vraiment une recomposition des pixels dans ce mode haute résolution, qui permet à la fois donc une beaucoup plus grande définition. Regardez le mélèze, là, comme on le voit bien, comparé du mode simple à gauche, et puis donc ce bruit, le bruit qu'on voit particulièrement dans les zones sombres, là, sur les sapins, et bien là, il a totalement disparu. Là, c'est à main levée, hein. On peut le faire en trépied avec des résolutions encore plus fortes, mais voyez déjà le résultat, c'est vraiment splendide. Alors une question que je me suis posée aussi, est-ce que l'on atteint des résolutions d'appareils plein format beaucoup plus définies comme le Z8? Eh bien non, mais malheureusement pas tout à fait, même si on s'en rapproche, je vous montre ça immédiatement. Alors pour ce nouvel exemple, j'ai pris vraiment le maximum de ce que je pouvais avoir au niveau définition dans les deux boîtiers. À gauche, j'ai donc l'OM1 avec le 25 mm qui ouvre à 1.8 mais qui est fermé à 7.1, donc j'ai comparé aussi avec le 25 mm qui ouvre à 1.2, et dans ces ouvertures-là, entre 5, 6 et 8, on a vraiment quelque chose qui est identique au niveau des deux 25 mm, donc c'est le maximum de qualité que l'on peut avoir. Et puis également, j'ai donc pris le mode stabilisé sur trépied avec là aussi le maximum de ce que l'on pouvait obtenir de ce boîtier. Pour l'image de droite, c'est plus compliqué, et oui, tout le monde ne fait pas comme Olympus, avec un traitement interne dans le boîtier. Donc là, j'ai le Z8 avec le Z50 qui ouvre à 1.2, ouvert à 7.1, à 200 ISO, hein, comme tout à l'heure avec l'OM1 Mark II. Et par contre, j'étais obligé de prendre 16 images que j'ai recombinées dans NX Studio et qui me donne ensuite un fichier qui est un fichier avec un point NEFX un petit peu particulier. Bon, on va pas rentrer trop dans les détails. Ce que je veux vous montrer surtout, c'est que d'abord, ces deux images sont de très grande qualité, hein. Vous pouvez les tirer en très très grand format. Par contre, quand on va vraiment les comparer toutes les deux, vous allez voir que le Z8 avec le 50.1.2 eh bien, va un petit peu plus loin, hein, que ce soit dans les détails, dans le micro-contraste, on est quand même sur une définition supérieure. Alors il faut tempérer ça aussi un petit peu par le coût des deux ensembles, hein, parce que ça aussi c'est vraiment important. On est à 2400 € et quelques pour l'OM1 Mark II, le 25 f1.8 il coûte à peine 300 balles je crois, donc on va être à moins de 3000 € sur l'ensemble d'un côté, et puis on est à 4005 plus 2005, on est à 7000 € sur l'ensemble de droite. Donc vous voyez, on peut légitimement faire abstraction un petit peu de cette... Je dis pas infime, parce qu'il y a quand même une différence de qualité, hein, regardez, hein, on est quand même sur quelque chose qui est notable au niveau en particulier de la définition et du micro-contraste, mais là je suis agrandi de façon extrêmement importante, donc sur un tirage, même un tirage je dirais A1 voire A0, vous aurez un petit peu de mal à voir la différence, c'est que vraiment sur des tirages encore plus grands que vous verrez une différence. Donc bravo encore une fois sur Olympus, même si on ne va pas
intrinsèquement aussi loin qu'un Z8 et puis surtout qu'un 50 f1.2, hein. C'est pas du tout la même qualité optique. J'ai fait beaucoup de comparaisons et cette optique 50 f1.2 chez Nikon fait partie des meilleures optiques que j'ai jamais testées. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que si on veut aller vraiment très loin dans la résolution, l'Olympus permet de très belles choses, mais ne va pas au-delà de ce qu'est capable de faire le meilleur du plein format avec le meilleur des objectifs. Enfin, dernier exemple de ces fonctions supplémentaires que l'on peut retrouver dans cet OM1 Mark II, que l'on retrouve certes dans d'autres boîtiers, mais là qui sont tellement faciles d'utilisation, tellement directes et en interne sur le boîtier une fois de plus, que je voulais vous montrer au moins celle-ci, c'est ce qu'on appelle le stacking. Donc le stacking c'est quoi? C'est un empilement de prises de vue avec des mises au point à des endroits différents que l'appareil va donc empiler de façon à avoir une profondeur de champ accrue. Alors déjà le micro 4 tiers a une profondeur de champ un petit peu plus importante. Là quand on est comme ça avec une prise de vue très rapprochée, c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir des prises de vue nettes du début à la fin. Donc là je vous fais défiler un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, on voit la mise au point qui se décale, qui va vers l'arrière petit à petit et puis de plus en plus loin. Alors on peut bien sûr sélectionner absolument tout, hein, le nombre de prises de vue, le décalage avant, arrière, et surtout ce qui est important, c'est voilà, l'image finale. On arrive à ça et vous avez une prise de vue qui vous permet d'avoir une profondeur de champ beaucoup plus importante avec une facilité d'utilisation encore une fois incroyable. Vous allez simplement sélectionner le stacking dans le menu, sélectionner le nombre de prises de vue avant, arrière et puis vous appuyez, le boîtier fait tout et vous avez l'image qui est parfaite, utilisable immédiatement. Voilà pour ce petit tour qui n'est absolument pas exhaustif de l'ensemble des possibilités de l'OM1 Mark II qui vous offre vraiment, je crois, pratiquement tout ce que l'on peut avoir en mode photo à l'heure actuelle et une fois de plus avec des facilités d'utilisation vraiment remarquables. Je vais pas faire le tour, ça serait vraiment trop long, le film ferait des heures et j'ai pas envie de vous fatiguer avec ça. Sachez que honnêtement, je pense que vous avez là un boîtier qui est un rêve de photographe qui va vous permettre vraiment d'aller au bout de votre créativité sans aucune difficulté. C'est ça qu'il faut retenir. Alors pour ce dernier chapitre du mode photo, je vais coupler deux données, à la fois la stabilisation mais aussi la montée en ISO. Alors stabilisation, je suis allé très loin dans les tests, vous allez voir, c'est assez rigolo. Je suis quelqu'un qui ne bouge pas, hein. Vous le savez si vous suivez un petit peu ma chaîne, je vous l'ai dit plusieurs fois, je peux descendre généralement assez bas en vitesse, mais enfin là je suis quand même à 15 secondes. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Alors bien sûr l'image est loin d'être parfaite, hein. Vous voyez que les lumières sont pas ponctuelles du tout, mais j'ai vu pire, on va dire, sur Instagram ou sur WhatsApp. C'est quelque chose qui est déjà, que l'on peut partager, en tout cas à certains moments. Alors au-delà de la petite plaisanterie, on va aller voir sur des images donc un petit peu plus raisonnable en temps de pause. Là je suis à 4 secondes à main levée, et voilà ce que ça donne. Vous voyez que c'est quand même surprenant, avec le 8-25, hein, équivalent 16-50 donc à pleine ouverture, hein, f4, 6400 ISO. Et là on va coupler d'ailleurs donc ces deux données, à la fois cette stabilisation incroyable, hein, 8,5 stop annonce OM System, mais je crois qu'on y est vraiment, c'est pour une fois, c'est pas de la blague. Et également la réduction du bruit. Là je suis à 6400 ISO, je vous le dis, et voilà ce que se donne quand on met l'image corrigée par Lightroom, tout simplement. Vous voyez, je trouve ça assez dingue. Là aussi, on a fait tellement de progrès dans les débruiteurs. Alors, c'est pas parfait, hein. C'est sûr que si on agrandit l'image, on voit qu'il y a quand même un lissage, mais avouez que sur un format même A3, hein, moi je me suis amusé à tirer sur des formats relativement conséquents, et bien ça donne vraiment bien. On peut là aussi moduler un petit peu le lissage par l'intermédiaire de Lightroom en choisissant plus ou moins une intervention importante de la réduction de bruit, mais je crois que on arrive à une ère avec ces réducteurs de bruit, que ce soit DxO, que ce soit Topaz, que ce soit Lightroom, à un moment où la montée de bruit des boîtiers devient relativement négligeable. Ce que j'attends maintenant, et ça fait des années que je vous en parle, et je crois que le Canon R1 va avoir cette possibilité-là, c'est l'intégration en interne sur les boîtiers de cette réduction de bruit. Voilà, donc tout ça pour dire que le bruit est quand même très limité, même si on verra d'autres exemples.
Allez, je fais quand même le comparatif pour la montée en ISO, même si c'est maintenant, vous l'avez vu, avec les débruiteurs, quelque chose qui est un petit peu moins important. On est à 80 ISO à gauche, on va très vite passer jusqu'à 800 ISO parce que en fait il y a une petite montée en bruit mais qui est vraiment ridicule, que l'on peut traiter très facilement, donc pas de problème entre 100 et 800. 1600 ISO, on commence à avoir une première bascule, vous voyez que le bruit commence à apparaître de façon un petit peu plus notable. 3200 ISO, je crois que c'est vraiment là que la bascule est plus importante, à la fois en termes de bruit, une espèce de grain numérique qui arrive en arrière-plan, comme vous le voyez là sur ces images, mais aussi en termes de définition, de diminution du piqué de l'image. 3200 ISO, là on a déjà quelque chose qui est quand même un peu plus difficile à retravailler si on veut vraiment avoir une image en assez grand format. 6400 ISO, c'est à peu près la même chose qu'à 3200. Et par contre, 12800 ISO, là, il y a vraiment une perte notable. Donc là, ça va être compliqué d'avoir quelque chose qui soit hyper défini. Les valeurs supérieures sont quand même assez anecdotiques sur un micro 4 tiers. Il ne faut quand même pas trop délirer non plus. Et c'est vraiment que du sauvetage. Je vous mets l'image en taille réelle. Alors bien sûr, sur un format carte postale, ça va passer. Il n'y a pas de problème. 25 000, 51 000. Mais bon, pour moi, je n'utiliserai pas ces valeurs-là avec ce type de boîtier. Revenons un petit peu à notre stabilisation sur des données un petit peu plus courantes, même si presque une seconde, c'est déjà, je dirais, quelque chose de respectable à main levée une nouvelle fois. Et vous voyez que là, on est quand même sur quelque chose qui est vraiment parfait, au niveau stable, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait exploitable directement. Et voilà ce que ça donne à une demi-seconde. Vous voyez que là, il n'y a rien à dire, tout est parfait. On peut faire des effets de filet d'eau très facilement, d'autant qu'on a aussi le filtre ND possible en plus, donc ça facilite là aussi les choses, mais cette stabilisation, elle est vraiment complètement dingue. Alors je vais pas me faire très long sur le module vidéo, sur ce boîtier OM1, parce que je trouve qu'il est vraiment superlatif en photo et qu'en vidéo, il y a un petit peu moins de possibilités, il y a moins de choix de codec. La stabilisation, si elle est très bonne sur des plans fixes, elle est un petit peu moins opérationnelle dès qu'on bouge. Et surtout, il y a de vrais problèmes en termes d'autofocus. J'ai eu des mouvements de pompage lorsque je l'ai utilisé. J'ai même eu des variations d'exposition assez bizarres. On regarde tout ça ensemble immédiatement. Alors déjà au niveau des codecs de compression, vous avez le choix entre le H264 ou du H265. Le 265 permet d'accéder au 420 10 bits. 4 choix, du 4K en 60 images par seconde, ou du C4K, c'est l'image cinéma, et puis du Full HD en 120. Et puis lorsqu'on repasse en H264, on est en 8 bits, et là on a aussi du 4K ou du HD. Alors à gauche, le H264 en 8 bits, à droite le H265 en 10 bits. Alors à noter qu'en H265, on est en log, il faut donc appliquer une lutte, ou comme je viens de le faire, un étalonnage manuel en augmentant la saturation, le contraste et la définition. Une fois cette opération correctement réalisée, on arrive à une image à la fois agréable, définie, relativement bien saturé, avec quand même quelques petits artefacts dans les ombres. Sans stabilisation du tout, à 300 mm, enfin l'équivalent 300 mm, vous voyez que là c'est totalement inexploitable. Alors MIS1, c'est donc la première stabilisation, en fait c'est la stabilisation la plus complète qui associe à la fois la stabilisation physique du capteur et une stabilisation numérique. Alors petite saccade quand même, à 300 mm c'est un peu normal, on a beau être à 60 images par seconde, on le voit, mais dès qu'on s'arrête, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très stable, c'est remarquable. Et voici la deuxième stabilisation, MIS2, donc bon, je vois pas forcément énormément de différence. Peut-être toujours un petit peu ces petits mouvements hachés à certains moments. Bon, encore que c'est vraiment difficile à dire. Non, pour moi, c'est assez équivalent. Et lorsque je passe avec le 300 mm, l'équivalent d'un 600 mm, et me rendez compte que la stabilisation fonctionne encore bien, y compris à main levée. Et ça, il y a vraiment très peu de couples boîtier-objectif qui peuvent le faire. Alors au niveau stabilisation, en marchant avec un grand angle, le centre de l'image est vraiment bon, il n'y a pas de problème. Par contre, regardez les bords de l'image, comme ça se déforme et ça vibre, c'est vraiment pas très agréable.
Alors dans une proportion quand même non négligeable, j'ai eu des pertes de plan de netteté. Là je suis avec le 300 f4, il y a pourtant une belle lumière, un contraste raisonnable. Et bien vous voyez, il y a ces moments où il devient flou, où il cherche, il perd. Là de la même façon avec le 40-150 au départ, c'est parfaitement net, nickel. Et puis la progression fait que le sujet se rapproche et ça devient flou. Et il ne retrouve pas la netteté. De la même façon, si jamais le visage disparaît, eh bien là aussi, souvent, il y a une perte de netteté, voire même carrément un flou assez marqué. Heureusement, dans un certain nombre d'autres cas, c'est resté tout à fait correct. Alors plus incompréhensible encore, vous voyez sur cette séquence, là il perd le focus, mais il y a aussi des variations d'exposition incompréhensibles. Je ne sais pas pourquoi, je m'en suis expliqué avec Olympus, personne ne peut m'expliquer ça. Je suis en mode A, donc priorité à l'ouverture, avec une exposition qui devrait être constante, et j'ai quand même ces variations qui sont vraiment très très notables. Alors en conclusion, on peut faire quand même de belles images avec cet OM1 en vidéo, hein, il faut prendre un certain nombre de précautions, mais je ne le conseillerais pas dans une utilisation pro avec une nécessité de ramener des images. Il y a des fois c'est très bien, là vous voyez les conditions étaient très difficiles, il pleuvait mais des seaux, ça me permet d'ailleurs de vous rappeler que l'étanchéité sur ce boîtier est remarquable, hein, IP53, donc là on est au moins tranquille, c'est pas comme avec d'autres marques, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais voilà, une utilisation pro en vidéo, je suis quand même plus circonspect. Ce OM1 Mark II est un formidable boîtier pour les photographes, et en particulier les photographes animaliers qui veulent vraiment avoir un matériel adapté, résistant, avec des facteurs de grossissement, de rapprochement importants, comme je vous l'ai déjà précisé, et des objectifs pas trop gros et pas trop lourds et pas trop chers. Alors certes, la gamme Zuiko est très étendue, il y a vraiment de tout pour tous les goûts et toutes les bourses, mais moi j'ai vraiment une attirance particulière pour les ouvertures f4. Je trouve ça tellement cohérent par rapport au poids et l'encombrement du boîtier et sa philosophie même. Vous voyez par exemple le 40-150 f4 qui est à 900 € et 380 grammes, alors que son Challenger en 2.8, 1400 € et 880 grammes. Vous gagnerez certes un petit peu en vitesse d'obturation en faible lumière avec le 2.8, mais la différence de profondeur de champ sera vraiment très ténue. De la même façon, j'adore ces petits objectifs presque pancake à ouverture à 1.8. Ils sont tellement légers et discrets, c'est vraiment un bonheur à utiliser, par exemple en street photo ou même en mariage, de façon à pas trop intimider un peu les sujets. Et puis si vous voulez vraiment vous faire plaisir ou avoir vraiment un rapprochement énorme avec de très longues focales, il y existe aussi dans cette gamme de quoi vous satisfaire. Dans le désordre et assez rapidement, vous avez un viseur qui est tout à fait correct, même s'il n'égale pas les viseurs plein format les meilleurs, il est tout à fait satisfaisant et bien au-delà de ce que l'on peut faire par exemple sur un Sony Alpha 6007 et son viseur tout rikiki. Et autre point important, il n'y a pas de blackout, il n'y a pas d'obscurcissement du viseur lorsque vous êtes en rafale. Ça aussi, c'est tout à fait intéressant. Voilà les amis, un tour trop rapide, mais c'est vrai que les circonstances font que, et surtout la météo, font que je n'ai pas pu faire absolument toutes les images que j'aurais voulu, mais j'ai quand même fait un tour assez exhaustif de la question. J'espère que cela aura pu vous apporter de bonnes informations sur ce boîtier attachant mais spécifique, vraiment prévu, je le répète, pour les vrais photographes, les amoureux de l'image, de l'animalier en particulier, du sport, de la street photo. Pour les vidéastes, passez votre chemin. Allez, sur ce, je vous retrouve très vite pour de nouveaux tests et puis je vous dis à bientôt. Ciao!